اليوم 5 أكتوبر 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2025. Le thème de la vidéo, c'est le thème du sacrifice. Alors, j'ai une question à poser. Comment c'est possible qu'un homme qui a préfacé les notes diplomatiques de l'ancien ministre qui est décédé aujourd'hui, et je présente mes condoléances à toute la famille du docteur Ahmed Talabi Ibrahimi. Comment se fait-il qu'en ayant lu les discours de son prédécesseur aux affaires étrangères entre 1982 et 1980, comment a-t-il pu prononcer un discours avec des invectives et des insultes à cette tribune des Nations Unies où son prédécesseur avait brillé par le passé, pas que lui? Mais comment on peut être schizophrène à ce point? Comment c'est possible ça? Et là, je pose la question au ministre actuel des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Mais il faut respecter les aînés. L'Algérie a une image au niveau international. Et là, vous croyez que celui qui succédera dans 5, 10, 15, 20 ans à Monsieur Ahmed Attaf, vous croyez qu'il va publier les notes diplomatiques de Ahmed Attaf avec le discours de cette année à l'ONU où il insulte le premier ministre des Affaires étrangères, le premier ministre malien? C'est vrai que lui-même avait insulté l'Algérie. Vous croyez qu'il va publier le discours actuel du mois de septembre 2025 de Ahmed Attaf à l'ONU? Mais jamais! Car c'est honteux ce discours qui a été prononcé par Ahmed Attaf à l'ONU. Il est honteux, il déshonore l'Algérie. C'est un vrai déshonneur. Lisez les notes diplomatiques et les discours de Dr Ahmed Talabi Ibrahimi. Il n'y a jamais une insulte, jamais une invective. Tous les mots sont pesés, tous, je dis bien tous. C'est pour ça que j'ai l'impression que Ahmed Attaf n'a pas lu le livre qu'il a préfacé. C'est pas possible. Car quand on préface, un livre avec des discours extraordinaires, et vous savez que Dr Ahmed Talabi Ibrahimi publiait de nombreux articles. Vous avez vu dans les revues internationales de sciences politiques. On ne peut pas prononcer un discours aussi ignoble que celui qui a été prononcé cette année lorsqu'on a préfacé, il n'y a pas plus tard qu'un an et demi, un ouvrage sur les notes diplomatiques de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, Dr Ahmed Talabi Ibrahimi. C'est pas possible. Pour ça, je suis inquiet. Là, je suis très inquiet. Je comprends pas pourquoi on est tombé si bas. Pourquoi? Alors qu'on a eu une classe politique et diplomatique hors pair quand même dans les années 60, 70, 80. Pourquoi on est tombé si bas? Pourquoi? Je m'interroge. En tout cas, voilà. Toutes mes sincères condoléances à la famille donc du docteur Ahmed Talabi Ibrahimi, qui était un grand homme, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire de son bilan politique, notamment au niveau du ministère de l'Éducation nationale et sa politique de l'arabisation entre 1965 et 1970. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que lorsqu'il était ministre de l'information et de la culture, donc jusqu'en 73 et je ne m'abuse, plutôt jusqu'en 77 et je ne m'abuse, à cette époque, vous savez, celui qui a joué un rôle important dans la culture algérienne, c'est M. Malek Ben Nabi. Donc, il était une star, oui, il était invité partout dans le monde entier pour parler de la renaissance, de l'islam, de la culture musulmane. Vous savez qu'il est connu pour avoir publié un livre important qui s'appelle La vocation de l'islam. Il y avait une concurrence saine, oui, je parle bien de concurrence saine entre le docteur Ahmed Talabi Ibrahimi et le grand intellectuel Malek Ben Nabi. Et pour s'en convaincre, il faut discuter avec le grand intellectuel algérien actuel que je tiens à saluer, Monsieur Nourdine Boukro, qui est un spécialiste de Malek Ben Nabi et qui est quelque part le dépositaire intellectuel de l'héritage intellectuel de Malek Ben Nabi.
il peut vous parler longuement de cette rivalité qu'il y avait entre les deux hommes, mais c'est une rivalité intellectuelle. Ce n'était pas une rivalité d'insultes comme celle qu'on a pu voir et le monde entier a pu l'entendre, effaré, oui, avec effarement, à la tribune de l'ONU entre le Premier ministre malien et le ministre des Affaires étrangères algérien, qui ont brillé par une nullité diplomatique, un combat pas de coq, de poule mouillée. Oui, quand je vois la différence qu'il y avait des précédentes décennies et aujourd'hui, je suis très inquiet sur l'avenir, à la fois intellectuel, l'avenir politique, l'avenir diplomatique, l'avenir économique, et même l'avenir spirituel de l'ensemble du continent africain, quand des personnes habillées en costume, cravate ou en tenue traditionnelle se permettent de déshonorer l'âme africaine. Deuxième sujet concernant ce 5 octobre que j'ai annoncé en introduction de cette vidéo, c'est les raisons pour lesquelles les Algériens sont sortis dans les rues, à Alger, à Constantine et dans d'autres villes du pays le 5 octobre 1988. Vous savez que, à l'époque, dès 1986, le prix du pétrole a commencé à baisser. Il a même baissé à $10. Et vous savez que notre pays, déjà en 1986, et c'est toujours la même chose aujourd'hui en 2025, dépend à 96% des devises issues de la vente du pétrole et du gaz, car nous sommes incapables de mettre en place les conditions d'une économie diversifiée. C'était le cas en 86, c'est toujours le cas en 2025. Nous dépendons à 96% des devises du gaz et du pétrole. Donc lorsque le pétrole et le gaz montent, tout va bien. Et lorsque le pétrole et le gaz descendent, tout va mal. Donc 1988, c'est la conséquence directe de la baisse du prix du pétrole qui a commencé en 1986. Et le fait que nous ayons eu très peu de revenus a généré une augmentation considérable de la dette extérieure, c'est-à-dire qu'on pratiquement la quasi-totalité des revenus du pétrole allait au remboursement du service de la dette, c'est-à-dire des intérêts de la dette et une partie du capital de la dette. Donc l'Algérie était vraiment asphyxiée sur le plan économique et financier, et donc par conséquent ensuite sur le plan social. Alors à l'époque, pour ceux qui connaissent ces fameux magasins, il y avait des soq al-fallah, c'est-à-dire le magasin du paysan ou de l'agriculteur. Et je me souviens, puisque j'étais à Alger en ce moment-là, en 1988, j'étais en vacances parce que j'étais malade, donc j'ai vécu en direct à la télévision les émeutes d'Alger, de Constantine. Il n'y avait rien dans les soq al-fallah. Je m'en souviens, il y avait des savons, vous savez, les gros savons et de l'huile de l'eau de Javel. Ça m'avait marqué, ça. Et pour la petite histoire, je voyais aussi des violons version plastique que l'Algérie importait de Chine. À l'époque, je jouais du violon, pour ceux qui ne le savent pas, et j'étais avec mon grand frère, et je me souviens que j'avais dit à mon frère, est-ce qu'on peut acheter le violon? Ça coûtait rien du tout à l'époque, c'était l'équivalent de, pour parler en francs, c'était l'équivalent de 100 francs, donc c'était vraiment rien. Et donc il y avait des gros savons, un peu le gros savon de Marseille version algérienne, de l'eau de Javel et un violon. Donc j'ai acheté un violon dans le soq al-fallah algérien, l'équivalent de 100 € à l'époque. Donc il y avait rien. Et puis il y avait des queues, mais qui ne s'arrêtaient pas pour acheter du pain. La viande était pratiquement hors de portée, puisqu'il n'y avait pas. C'était vraiment la misère sociale en 1988 en Algérie. Et donc ça a explosé en octobre 88. Alors certains diront que ça a été manipulé par la présidence parce que la présidence avait beaucoup de mal avec le parti FLN pour engager des réformes. Je vous rappelle que à cette époque-là, l'Algérie de feu Chadi Ben Jadid, en tout cas les années précédant la révolte de octobre 1988, était généreuse avec les Algériens. Le dinar était fort par rapport au franc.
les Algériens pouvaient voyager sans visa en France et dans d'autres pays européens. Donc c'était les belles années, mais c'était sans compter la baisse du prix du pétrole à partir de 1986. Et là, tout a changé, tout a changé. Et c'est la raison pour laquelle le pays qui comptait 75% de la population qui avait moins de 30 ans n'était pas préparé à ce retournement de tendance économique, financier et social. Et quand vous voyez que les gens ne peuvent plus manger, ne peuvent plus travailler, il y avait 30% de chômage à l'époque, ben c'est la révolte. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a eu cette révolte de 1988 où les jeunes, sûrement manipulés par d'autres, vous savez, à chaque fois qu'il y a un mouvement de révolte, il y a toujours une part de manipulation, même si les causes réelles de la révolte étaient réelles, hein. Cette absence de perspective d'avenir, cette absence de confort social, de nourriture dans les magasins, bref, c'était dur. Et à chaque fois qu'il y a un problème social, il y a souvent révolte et parfois révolution. Et à l'époque, ce qui choquait les Algériens, c'était la corruption de l'élite politique. Oui, ça n'a pas changé d'ailleurs. L'élite politique algérienne a toujours été, à cause du gaz et du pétrole, extrêmement corrompue. Oui, extrêmement corrompue. Et quand la majorité du peuple algérien voyait l'élite du FLN vivre dans des conditions insupportables pour eux, petits peuples, qui avaient du mal à boucler les fins de mois, ils se disaient, mais comment ça se fait que les responsables du FLN ont la belle vie, les belles voitures, les belles villas, et nous n'avons rien. Et c'est à cause de la corruption. La corruption, elle est insupportable quand il y a une crise sociale. C'est ce qui a été à l'origine aussi, je vous rappelle, d'autres mouvements sociaux. Regardez aujourd'hui, au Maroc, la jeunesse marocaine, très jeune, hein, 10, 12, 13, 15, 16 ans, des adolescents sortent dans la rue, manifestent, car ils ne veulent plus vivre dans des conditions sociales, sanitaires, médicales, indécentes, alors que vous avez une élite qui a une fortune considérable au Maroc. Vous avez une élite politique extrêmement corrompue, comme en Algérie. Et quand on n'arrive plus à supporter des situations sociales extrêmement difficiles, qu'a-t-on d'autre comme alternative, si ce n'est la révolte? C'est ce qu'a connu l'Algérie en 1988. Alors, la tragédie du 5 octobre 88, c'est que, malheureusement, l'armée a sorti les chars et a commencé à tirer à balles réelles, et on estime à 500 le nombre des victimes de la catastrophe de octobre 1988. Et des milliers de blessés, il y a eu même de la torture à l'époque, vous savez, feu le général Béchine a été accusé d'avoir pratiqué la torture, notamment à ce moment-là. C'était pas facile. La Ligue algérienne des droits de l'homme avait aussi dénoncé les graves atteintes à la dignité humaine à l'encontre des manifestants qui avaient été arrêtés. Et un pays qui a tellement souffert de la torture pendant la guerre de libération entre 1954 et 1962, vous ne pouvez pas accepter que notre propre armée, nos propres forces de sécurité pratiquent elles aussi la torture à l'endroit de nos jeunes. Il n'en demeure pas moins qu'à cette époque-là, la société civile algérienne, elle s'est réveillée. Oui, elle s'est réveillée. Les avocats, les journalistes, les médecins, les intellectuels se sont organisés pour dénoncer la mainmise du pouvoir et dénoncer la répression des forces de sécurité. Il y avait du courage à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde est acheté, c'est très facile. Et c'est à ce moment-là que la société civile algérienne a appelé au multipartisme et à la liberté de la presse, avec le respect des libertés privées et des libertés publiques. Et je vous rappelle que le président de l'époque, donc Feu Chadli Benjedid, a entendu le message de la jeunesse algérienne. Et qu'a-t-il fait?
partir de février 1989, donc calculez avec moi, donc octobre c'est la révolte d'octobre 88, donc novembre, décembre, janvier, février, à peine 4 mois après, que s'est-il passé? Il a fait voter par référendum la constitution algérienne la plus démocratique de l'histoire du pays. Oui. Cette constitution de février 1989, qu'on doit attribuer la paternité au président Feu Chadli Benjedid, avec bien sûr une équipe de jeunes réformateurs, à la tête desquels Mouloud Habrouch, qui est devenu, comme vous le savez, chef du gouvernement. Donc c'est Feu Chadli Benjedid, qui a donné à l'Algérie la constitution la plus démocratique de toute l'histoire de l'Algérie, depuis 1962 jusqu'à 2025. Et dans cette constitution, vous savez que le peuple algérien pouvait créer librement un parti politique, librement un organe de presse, donc un journal ou une radio ou une télévision, et pouvait manifester librement sur simple déclaration, c'est-à-dire pas besoin d'autorisation. Il est vrai que depuis novembre 2020, dans la constitution actuelle, en théorie, je dis bien en théorie, le peuple algérien peut manifester sur simple déclaration, mais vous avez pu remarquer que c'est ce que nous avions fait le 14 mai 2022 avec les 3 avocats que je tiens à saluer, donc Maître Yassine Khalifi, Maître Tarek Mektoub et Maître Shohra Abdelkader, et nous sommes retrouvés finalement en prison avec 2 des avocats que je viens de citer, c'est-à-dire Maître Shohra Abdelkader et Maître Yassine Khalifi à la prison de Chlef, donc en mai 2022. Donc en théorie, oui, actuellement on peut manifester sur simple déclaration, mais dans les faits c'est beaucoup plus compliqué, mais vous savez, il faut se battre, hein, vous savez, je reviens au mot important que j'ai cité en début de vidéo, c'est-à-dire que sans sacrifice, on ne peut rien faire. Rien ne tombe du ciel. L'indépendance algérienne, vous croyez que les gens se sont contentés simplement de faire des prières? Les prières, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut militer, il faut s'engager, il faut sacrifier sa vie ou sa liberté pour qu'une cause puisse triompher. Donc c'est grâce, ou plutôt, c'est par le sacrifice de 500 jeunes Algériens que l'Algérie a pu se doter de la constitution la plus démocratique de son histoire en février 1989, cette constitution qui a institué pour la première fois le multipartisme en Algérie et la liberté de la presse. Et à ce moment-là que les partis politiques que vous connaissez aujourd'hui ont été créés, que ce soit le FIS qui a été ensuite interdit au moment de la décennie noire, donc le Front islamique du salut, le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le FFS qui existait déjà depuis 1963 mais qui a été légalisé à partir de la constitution de février 1989, le parti de l'ancien président Ahmed Ben Bella, Feu Ahmed Ben Bella, donc le MDA, ou d'autres partis politiques. Donc c'est à ce moment-là que le multipartisme s'est constitué, a été institué, pardon, et que nous avons eu des débats mais extraordinaires dans la télévision, à la télévision algérienne. Vous savez, si vous avez le temps de regarder sur YouTube et vous pouvez visionner les débats télévisés qu'il y avait à l'époque, aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau politique, c'était absolument magique. Quand je vois aujourd'hui la pauvreté des débats, d'ailleurs il n'y a plus de débat, malheureusement. Vous savez que, je prends mon petit exemple, vous savez que je suis totalement boycotté par les médias algériens, mais je dis bien totalement, à de rares exceptions près récemment. Il y a eu quelques journaux électroniques comme Algérie 360, comme Algérie Patriotique, ou TSA quand j'étais à Marrakech en mars 2025 pour donner un cours d'histoire à nos frères marocains en leur rappelant que le calife de l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Sud de l'Espagne était un Algérien né à Nadroma au XIIe siècle. Et oui, un Algérien était le calife de l'ensemble de l'Afrique du Nord, depuis la Mauritanie jusqu'à la Tunisie, en passant évidemment par l'Andalousie. Donc à ce moment-là, oui, j'ai eu le droit à quelques articles. Mais aujourd'hui, 0 article.
Regardez, je viens de déposer une plainte historique que personne n'a déposée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, donc à Genève. C'est une plainte qui a été préparée par Maître Abdelkader Chouhra, qui a Saha, au sujet des enfumades de l'armée coloniale française dans les wilayas actuels de Chlef et de Mostaganem, dans la région qu'on appelle Zahra. Vous savez que l'armée coloniale française avait enfermé, emmuré dans des grottes, en allumant le feu. Il y a eu 2000 Algériens qui ont été massacrés, des femmes, des enfants, des vieillards et même des animaux. Et cette technique des enfumades, qui étaient les premières chambres à gaz naturelles de l'histoire, avait été théorisée par le général Bugeaud et appliquée à la lettre une semaine après, à partir de juin 1845, par ceux qui sont devenus ensuite généraux, donc le général Pelletier, le général Cavignac et le général Saint-Arnaud. Ben, figurez-vous qu'aucun journal algérien n'a parlé de cette plainte. Mais comment c'est possible? Alors que on défend la mémoire des chouhada algériens qui ont été massacrés, asphyxiés par l'armée coloniale française. Mais non. Vous savez pourquoi les médias algériens ne veulent pas en parler? Parce que ça vient de moi, Rachid Nekaz, et de mon avocat qui est à Chlef, qui s'appelle le maître Chouhra Abdelkader. Donc quand je compare la situation de la liberté de la presse aujourd'hui, en 2025, et que je la compare à ce qu'elle était après les émeutes ou la révolte d'octobre 1988, je me dis, il y a une régression, mais terrible, je dis bien terrible. Et cette régression, c'est la même que celle de la diplomatie algérienne entre feu Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, qui prononçait des discours extraordinaires à la tribune de l'ONU entre 82 et 88, et le discours infâme, je dis bien infâme, du ministre actuel des Affaires étrangères à l'ONU dans ce combat de poule entre l'Algérie et le Mali. C'est pareil pour la liberté de la presse. C'est pareil. Et c'est triste. Vous savez, ça m'attriste. Je me dis, mais jusqu'à quand nous allons pouvoir supporter cette médiocrité? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, revenons à la révolte d'octobre 1988 qui a permis donc le vote par référendum de la constitution la plus démocratique de l'histoire de l'Algérie. Je vais vous citer une phrase d'un auteur qui s'appelle Bernard Béret, qui s'appelle « Manifeste pour une renaissance ». Renaissance, c'est-à-dire Nahda. Et à la page 12 de ce Manifeste pour la Renaissance, qui est paru en 1997, voilà ce qu'il dit. Il parle de fin de siècle, fin de cycle. Et à cette page 12, il indique les temps de crise, comme celle de 88 par exemple. Les temps de crise, s'ils sont des temps de désarroi, c'est-à-dire de désespoir, de déception, d'absence de perspective ou d'avenir, ces temps de crise ne doivent pas être des temps de démission. Ces temps de crise ne doivent pas être des temps de démission. Et aujourd'hui, vous savez, quand je vois la situation actuelle, en dépit des efforts du président algérien Abdelmajid Tebboune, j'ai l'impression, en analysant le phénomène des haragas qui devient de plus en plus important, car aujourd'hui les haragas ne touchent plus simplement les hommes, mais aussi des enfants, des adolescents, des bébés, des femmes et des filles. Ces temps de désespoir qui nous coûtent 517 morts en mer Méditerranée en 2024 ne doivent pas amener le peuple algérien à démissionner de ses responsabilités. Car lorsque nous sommes un peuple, avec un État indépendant et souverain, en tout cas en théorie nous sommes indépendants et souverains, nous avons la responsabilité de continuer à faire vivre les idéaux de liberté, les idéaux de dignité et les idéaux de solidarité. Car sans liberté, sans dignité et sans solidarité, nous ne pouvons pas nous considérer comme un peuple indépendant ou un peuple uni. Nous sommes simplement une addition d'individualités égoïstes. La preuve, aujourd'hui,
Le peuple algérien ne se sacrifie plus pour l'Algérie. Le peuple algérien n'existe plus en tant qu'entité collective. Il n'y a que des individus algériens et chacun ne roule que pour sa pomme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sens du sacrifice, alors qu'il était collectif entre 1954 et 62, est devenu individuel. Chaque Algérien ne pense qu'à lui, qu'à son intérêt, qu'à son avenir. Et d'ailleurs, quand il prend le risque de sacrifier sa vie en mer Méditerranée, il ne le fait pas pour l'Algérie, il ne le fait pas pour le peuple algérien, il le fait pour sa propre survie. Alors qu'en 1988, les jeunes qui se sont révoltés pour avoir une vie meilleure en Algérie, pour avoir du pain, pour avoir de la viande, ils ne se sont pas sacrifiés pour eux en tant que simples individus, mais en tant que jeunesse, en tant que peuple. Et la différence qu'il y a entre 88 et 2025, c'est qu'aujourd'hui le peuple algérien ne se révolte plus pour avoir une vie meilleure pour l'ensemble du peuple algérien. Non, il ne se révolte plus. Il ne se sacrifie plus collectivement. Il ne se sacrifie que pour sa pomme, pour parler de façon familière. Nefso, nefsi, nefsi. Aujourd'hui, c'est ça. Avant, c'était Jazair, donc là, c'est nefsi, nefsi. Au lieu que ضحي حياته في البحر, mais ضحيش حياته على من أجل الوطن. Non, c'est plus pour l'Algérie que les Algériens se sacrifient. Aujourd'hui, les Algériens ne se sacrifient que pour leur vie personnelle. Et ça, c'est grave. C'est la raison pour laquelle cette phrase, la page 12 du livre Manifeste pour une Renaissance de Bernard Béret, les temps de crise, s'ils sont des temps de désarroi, de désespoir, ne doivent pas être des temps de démission. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai la nette impression que le peuple algérien a démissionné. Je vous ai parlé hier de l'absence de manifestation de solidarité pour le peuple gazaoui en Algérie, alors que, vous avez vu, des centaines de milliers d'Italiens, d'Espagnols, de Français sont sortis dans la rue pour dire stop au génocide. Et en Algérie, zéro. Pourquoi? Parce que l'État a peur, le gouvernement a peur, l'élite a peur, le peuple a peur. Mais c'est pas avec la peur qu'on construit une nation. Ce n'est pas avec la peur qu'on construit un avenir. Et c'est pas avec la peur qu'on va devenir le modèle pour d'autres peuples ou pour d'autres nations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester comme ça? Quel est l'enseignement de octobre 1988? Quel est l'enseignement? Quel est cet héritage-là? Vous savez, dans un livre de Gaston Boutoul, qui est le fondateur de la polémologie c'est la science des conflits, Gaston Boutoul. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Sociologie de la politique. Sociologie de la politique. Et à la page 81, il parle de la dépolitisation actuelle des masses. Dans tous les pays du monde, notamment en Occident. Regardez ce qu'il dit. Au sujet de la dépolitisation actuelle des masses, c'est-à-dire les peuples qui ne s'intéressent plus à la politique. Il dit que c'est un phénomène caractéristique de l'Occident, donc de l'Europe, des États-Unis, le Canada. Car en Orient, et cette phrase elle est terrible, car en Orient, les masses, c'est-à-dire les peuples, ne participèrent jamais à la vie politique. Regardez. En Orient, c'est-à-dire chez nous, Afrique du Nord, Moyen-Orient, les masses ne participèrent jamais à la vie politique. Alors, il a dit ça en quelle année? Gaston Boutoul. Il a dit ça en 1967. Regardez, 1967. Et vous savez que 1967, c'est la fameuse débâcle des armées arabes contre Tel Aviv, qui a récupéré 100% de la Palestine, en plus du Sinaï égyptien, en plus du Golan syrien. Et donc, à la page 80, il dit que la dépolitisation actuelle des masses en Occident est un phénomène caractéristique de l'Occident, car en Orient, les masses ne participèrent jamais à la vie politique. Et aujourd'hui, quand on voit qu'en Algérie, il n'y en a pas un qui ose manifester son soutien au peuple palestinien contre le génocide de Netanyahou,
alors que des centaines de milliers d'Européens manifestent chaque semaine contre le génocide des Gazaouis par le génocidaire Netanyahou. Ça fait peur quand même. Hein. Après, j'ai du mal à me sentir algérien, vous savez. J'ai du mal. Je me dis, comment on est tombé si bas? Comment le peuple algérien qui, pendant tant de vendredis à partir de février 2019, a manifesté pacifiquement, oui, pacifiquement, pour un changement pacifique en Algérie, aujourd'hui, il n'est même pas capable d'apporter son soutien, bien sûr en partenariat avec le gouvernement, avec l'État, avec tous les partis, que ce soit des partis au pouvoir ou des partis d'opposition, pour une cause commune, une cause humaine, c'est-à-dire la cause de la dignité du peuple palestinien. Je me dis, mais est-ce qu'on mérite de nous appeler peuple algérien? Je ne pense pas. Vous savez que, je vous ai dit tout à l'heure que ça m'avait coûté 4 ans de prison et de résidence surveillée. Et moi, j'avais le courage de m'opposer publiquement à la dictature de feu Abdelaziz Bouteflika. Oui, je me suis opposé. Regardez, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté un nez cassé, ça m'a coûté une oreille droite où je n'entends plus rien du tout. Oui, plus rien du tout. Ça m'a coûté, je viens de vous le dire, 4 ans de prison et d'en surveiller, 120 arrestations, tous mes biens et mes comptes bancaires saisis au prix, bloqués en France. Pendant 4 ans, j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu mon fils, j'ai vu quelques-uns de mes frères et de mes sœurs, ce sont eux qui continuent à me soutenir. J'ai eu quelques dizaines de militants qui m'ont soutenu pendant ces 4 années de prison et de résidence surveillée. Mais la majorité du peuple algérien m'a oublié, sauf certains avec leur doua ou Vous savez, le sacrifice. Quand on se sacrifie, en général, on est seul. D'ailleurs, quand j'étais dans la petite prison à Qléa, à Chlef, à l'Abish Deshir ou à Al-Harrach, j'ai senti le poids du sacrifice. Mais heureusement que ce sacrifice, que je vous ai précisé tout à l'heure, c'est parce que mon père me l'a demandé. Oui, mon père. C'est mon père qui m'a demandé de me sacrifier, en me disant d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie. Le peuple algérien ne m'a jamais rien demandé, que les choses soient claires. الشعب الجزائري عمره ما طلب مني اي حاجه. Pourquoi? Parce que الشعب الجزائري ما كانش يعرفني في 2013. Donc c'est mon père, avant de mourir, ربي يرحمه, qui m'a demandé de faire quelque chose pour l'Algérie. Et quand on est un enfant bien élevé par ses parents, on ne trahit jamais une promesse que l'on fait à son papa. Jamais. Alors je vais vous redonner la définition du sacrifice. Le sacrifice est un renoncement, une privation que l'on s'impose volontairement, ou que l'on est forcé de subir, soit en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur, c'est pas mon cas, soit par amour pour quelqu'un. Et moi, c'est par respect pour mon papa. C'est pour ça que je me sacrifie et que je continuerai à me sacrifier. Même si je reste seul, oui, même si je reste seul, même si cela ruine ma santé, ruine ma famille ou ruine mon confort personnel, je continuerai à me sacrifier par respect pour mon défunt père, qui lui s'est aussi sacrifié pendant la guerre d'Algérie, avec mon oncle Rabbi Yarhamou ou Rabbi Yarhamhum, Jilali Ben Cheboub, car ensemble et avec d'autres, ils ont rassemblé l'argent nécessaire pour acheter des armes pour que les Moudjahidines puissent sur le terrain combattre le colonialisme français. Donc c'est la moindre des choses qu'à mon niveau aujourd'hui en 2025, je continue ce sacrifice de façon certes pacifique, mais toujours avec la même constance, la même détermination, la même volonté et la même sincérité, quand bien même la quasi-totalité du peuple algérien m'aurait et m'a abandonné. Et là, je reviens donc à la troisième thématique, c'est celle de mon arrestation à l'aéroport d'Orly le 5 octobre 2023, après avoir pris un vol entre Alger et Paris le 5 octobre 2023. Vous savez que pendant que j'étais en prison
et en résidence surveillée le 9 décembre 2021, la France, la justice française avait décidé de me condamner par défaut à 18 mois de prison, de me saisir tous mes biens, de délivrer un mandat d'arrêt international, afin de salir mon image aux yeux du peuple algérien. Et donc, lorsque le président de la République m'avait accordé la troisième grâce le 19 janvier 2023, j'ai d'abord décidé de me soigner. Je me suis fait opérer en Algérie, notamment du nez, car j'étais extrêmement malade à la prison d'Al-Harrach à Alger. Et après m'être soigné, j'avais contacté les autorités judiciaires françaises en leur disant que j'allais me rendre à la justice française le 5 octobre. C'est moi qui ai décidé du jour où je devais me rendre. Pourquoi j'ai choisi le 5 octobre? C'est pas par hasard. C'est en hommage à ceux qui se sont sacrifiés le 5 octobre 1988 pour une vie meilleure en Algérie. Et donc, le 5 octobre, je me suis rendu, là vous voyez, c'est le site électronique Algérie 360 qui date du 6 octobre. Je vais vous montrer la date, voilà, le 6 octobre 2023. Voilà, 6 octobre 2023. Donc, qui a relaté ma reddition. Car je ne m'appelle pas Kamel Daoud et je ne m'appelle pas Abdeslam Bouchouanab. Si un pays a un problème avec moi, si un pays a quelque chose à me reprocher, je me rends volontairement. Je n'attends pas de me faire attraper, je ne sais pas moi, aux États-Unis, au Mexique, ou je ne sais où, et ainsi me noter, on m'accompagnerait avec les caméras dans une prison. Non. J'ai eu une éducation extraordinaire avec mes défunts parents, le Hadja Khadija ou le Hajj al-Harbi, et j'ai eu le soutien depuis ma plus tendre enfance de mes grands frères et de mes grandes sœurs. Et dans notre famille, on assume la responsabilité de nos déclarations et on assume la responsabilité de nos actes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé le 5 octobre 2023 de me rendre à la justice française en filmant ma reddition à l'aéroport d'Orly. Vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux sociaux, de la même façon que 4 ans plus tôt, le 4 décembre 2019, j'avais décidé de me rendre volontairement en Algérie après avoir reçu un appel de la brigade de recherche de Bebjdid à Alger, me disant que si je venais en Algérie, j'allais être emprisonné. Et je leur ai dit que mes parents m'avaient élevé en n'ayant pas peur d'avoir des principes. Car oui, j'ai des principes et je suis très fier d'avoir des principes. Je sais qu'aujourd'hui en Algérie, c'est pas la majorité des gens qui ont des principes. Je sais que le courage ne fait plus partie des qualités ou des vertus du peuple algérien, mais en tout cas, vous savez que mes parents sont de la génération des années 50, c'est-à-dire de la génération de ceux qui ont vécu et qui ont participé à la guerre de libération. Et cette génération-là n'avait pas peur. Et c'est cette éducation du courage que j'ai reçu qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur d'affronter n'importe quel pays, que ce soit mon pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, mon pays de naissance, la France, ou les pays d'adoption comme l'Espagne ou les États-Unis d'Amérique. Je n'ai peur de personne, car je n'ai pas de foin dans mon ventre. Malheureusement, j'observe aujourd'hui qu'une écrasante majorité du peuple algérien a abandonné le courage pour la peur, et une écrasante majorité du peuple algérien a abandonné le sens du sacrifice collectif pour le sacrifice individuel, à l'instar des Harragas qui préfèrent perdre leur vie en mer Méditerranée plutôt que se battre en Algérie, se battre pacifiquement en Algérie pour la liberté, pour l'état de droit, pour la démocratie et pour une vie meilleure. Et je finirai cette vidéo en vous présentant le livre d'un grand philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard, qui était bibliothécaire, qui a passé sa vie au milieu des livres comme moi ici, et qui s'appelle La philosophie du non. Vous savez, quand vous vivez dans un pays où il y a de l'injustice, où il y a de la corruption, où il y a de la mauvaise gouvernance, il faut apprendre parfois à dire non. Non à la corruption, non à la médiocrité,
non à la mauvaise gestion et non à l'arbitraire. Car un peuple qui n'est pas capable de dire non à ces mots que je viens de citer ne mérite pas de s'appeler peuple. Et encore moins de s'appeler peuple algérien. Car le peuple algérien est un peuple libre, est un peuple digne, un peuple fraternel et un peuple solidaire. Et si nous oublions ces valeurs essentielles qui qualifient le peuple algérien, aucun de nous n'a le droit de s'appeler algérien. Barakallahu fikum. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.